Et cet invité, c'est Perico Légas. Bonsoir. Bonsoir. Perico Légas, vous êtes journaliste, critique gastronomique, vous êtes rédacteur en chef à l'hebdomadaire Marianne et vous tenez aussi un blog où il est inscrit en exergue, je cite, « Un produit juste doit avoir la gueule de l'endroit où il est né et les tripes de celui qui l'a fait ». On l'aura compris, vous défendez une agriculture du terroir, une agriculture durable, comme on dit aujourd'hui. On va parler avec vous de cet enjeu mondial, en fait, entre deux conceptions de l'agriculture. Mais pour poser le débat, je vous propose de regarder ensemble un sujet consacré justement à la crise de l'agriculture française. Des agriculteurs en colère depuis des mois, ils dénoncent la concurrence étrangère ou des prix trop bas. Et dans le même temps, le plus grand syndicat agricole français veut des exploitations encore plus grandes et plus de productivité. Le commentaire de Simon Rodier. Une communauté agricole au bout du rouleau. De Paris aux routes bretonnes en passant par la Normandie, le Nord ou les Bouches-du-Rhône, partout les tracteurs bloquent et déversent. Les agriculteurs, été comme hiver, crient leur besoin d'un prix d'achat juste. Aujourd'hui, on revendique des prix à la production de nos différents produits agricoles, que c'est le porc, la viande bovine ou la production laitière. Et ils sont montés jusqu'à Bruxelles, où ils montrent du doigt la libéralisation de l'agriculture européenne, responsable à leurs yeux d'une concurrence exacerbée et donc des prix bas. C'est insurmontable. Ou alors il faudrait traire 1000 vaches. C'est ingérable. On est devenu dans un système où le fait de baisser les prix, on est obligé de grossir les troupeaux et ça ne rime à rien. Les gens sont des esclaves. Impossible de vivre quand le kilo de porc est 30 centimes en dessous du coût de revient, ou quand le prix trop bas du litre de lait rend les dettes de leurs investissements trop lourdes au quotidien. Les prêts s'empilent, l'angoisse grandit. Leurs syndicats, FNSEA en tête, sont en pleine négociation avec les distributeurs jusqu'à la fin du mois. Le président du puissant syndicat, le très décrié Xavier Belin, défend lui un modèle de regroupement avec des exploitations partagées de grande taille pour être compétitif. Aujourd'hui, sans doute que des ateliers de 100, 150, 200 vaches laitières, même chose d'ailleurs dans l'engraissement des bovins ou des porcs, il faut des ateliers qui soient à taille critique parce que ce sont des investissements très lourds. Et là, justement, on pourrait promouvoir une forme d'agriculture beaucoup plus regroupée avec 4, 5, 6 agriculteurs. Mais pour certains, cela ne peut plus fonctionner face aux mastodontes allemands ou espagnols, face à la guerre des prix. Les autorités, elles, promettent de nouvelles subventions, des aides, sans jamais convaincre ou si rarement. Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, doit rencontrer les distributeurs lundi. Il leur demande d'être eux aussi responsables. En clair, de ne pas encore tirer les prix vers le bas, au risque de couler définitivement les 25 000 exploitations françaises au bord du dépôt de bilan. Alors pourtant, la France reste la première puissance agricole européenne, troisième exportateur derrière l'Allemagne et les Pays-Bas. L'agriculture pèse environ 3,5 du PIB français, ce qui représente quand même 75 milliards d'euros de production chaque année. Mais les revenus des agriculteurs ne cessent de diminuer. Il y a un problème, Perico Légas, elle est malade, cette agriculture en France ? On l'a rendue malade parce qu'on l'a dévoyée. Tout dépend de quelle politique on veut. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, la logique était surproduisons pour surconsommer, pour payer pas cher et que tout le monde ait à manger. C'était assez louable. Et puis on s'est rendu compte que le système économique, un peu comme la grande distribution, s'est transformé en système financier. Ouais. Et avec l'ouverture des marchés, il a fallu jouer la carte de la compétitivité absolue avec des pays où les coûts de production étaient beaucoup moins chers. On marche sur la tête. Il fallait d'abord se dire, il y a un marché intérieur français phénoménal, avec un potentiel de production phénoménal. Est-ce qu'on peut déjà décider d'une politique qui permette l'indépendance alimentaire totale de la France et l'exportation des produits de qualité. On a fait le contraire avec la complicité de la FNSEA qui a dit aux agriculteurs depuis une quarantaine d'années, la loi de modernisation de l'économie de l'agriculture avec... La FNSEA, je précise pour tous ceux qui nous regardent casuellement. Fédération nationale des syndicats, voilà, qui est un syndicat majoritaire. Gros syndicat. Il y a d'autres syndicats, voilà, et c'est un syndicat majoritaire qui prône, on peut le dire simplement, l'industrialisation de la campagne française. On considère que les campagnes sont des usines et que l'on va vendre du blé, des céréales ou de la viande ou du lait comme on vend des boulons, des pinces à linge ou des appareils techniques. Bon. On oublie que derrière l'agriculture française, il y a une sociologie, il y a des paysages, il y a un environnement, il y a une forme de société et qu'on ne peut pas transformer l'agriculture en usine. D'ailleurs, vous dénoncez donc l'agriculture industrielle, vous venez d'en parler, cette trilogie, agriculture industrielle, la grande distribution, qui essaye aussi de vendre ses produits les moins chers possibles et de se mettre le plus possible de marge dans la poche, et puis la publicité pro-malbouffe. La responsable au départ de ça, la FNSEA, ne fait un peu que suivre les consignes d'une grande distribution qui dit « je veux des produits à profusion toute l'année, en toute saison,
au plus bas prix. Donc, surproduisez de façon à ce que les prix soient bas et que je puisse, moi, faire des marges. Voilà. Évidemment, l'agro-industrie suit en disant, moi aussi, je suis contrainte de faire des produits pas chers, donc il me faut des produits agricoles pas chers. Et la publicité télévisée qui dit aux gens, consommez dans tous les sens. Nous avons aujourd'hui, avec la COP21, on a un problème avec le climat. Nous allons avoir très bientôt une COP21 sur l'alimentation. La planète, l'humanité ne peut pas continuer à consommer de cette façon sans abîmer une planète qui n'aura plus de ressources pour nous alimenter. Donc, les consignes que l'on donne à l'agriculture sont le contraire de ce qu'on devrait faire. On devrait dire à nos paysans, produisez moins, gardez vos petites structures, 200 bêtes d'élevage, c'est formidable, pas 1000, il n'y aura pas de quoi fournir. Les prix vont un petit peu monter, mais est-ce que le consommateur, de son côté, éduqué peut-être à l'école et par les pouvoirs publics, peut dire « je vais consommer moins de viande, moins de produits industrialisés, j'en ai pas besoin pour ma santé », consommer un petit peu moins, je paierai un peu plus cher, mais mon budget sera même puisque la quantité sera maintenue. C'est ça qu'il faut. Il faut revoir toute la chaîne. Ouais. Mais globalement, on pourrait se dire la France produit beaucoup, il y a une partie de la production qui reste en France, le reste est exporté, parce que finalement, produire de manière intensive et nourrir un maximum de gens, comme vous l'avez dit au début, dans le monde entier, c'est plutôt louable. Je vais vous prendre un exemple très concret, le porc en Bretagne. Il y a 40 ans, 50 ans, on a dit aux éleveurs de porc breton, ne faites pas du porc de qualité, du porc de niche, pour faire de la bonne charcuterie ou de la bonne viande porcine. Faites le produit le plus bas de gamme possible, dégueulasse, polluant éventuellement, mais vous serez tellement bon marché que vous serez toujours les plus compétitifs. Personne ne pourra vous concurrencer. Et s'il y a une concurrence, elle viendra tellement loin que l'Europe fera des frontières, fera un rempart, vous protégera. Et c'est finalement la première puissance industrielle allemande qui décide un beau jour de faire aussi de l'agriculture à l'allemande et fait des élevages porcins dans des conditions qui sont quantitativement abominables, 40 000, 60 000 bêtes, fait venir de la main-d'œuvre au nom des lois sociales européennes qui permettent d'appliquer la loi sociale de fait venir de la main-d'œuvre roumaine ou bulgare à 3 euros de l'heure, alors qu'en France on est à 12 et 14. Et tout d'un coup, c'est notre propre partenaire, l'Allemagne, qui nous inonde de produits moins chers que ce que fait la Bretagne et ruine nos agriculteurs. On se demande où est le rôle de l'Europe. Et ensuite, on peut dire aux Allemands, vous avez suffisamment de bénéfices sur votre industrie, est-ce que vous êtes obligés aussi de venir sur le terrain des cochons? Donc, on a aujourd'hui une agriculture bretonne, porcine, ruinée par la concurrence, je peux dire déloyale, d'une Allemagne qui a industrialisé sa production de cochons et qui arrive sur le marché français avec des produits moins chers. À Saint-Brieuc, vous avez des producteurs de porc dont la famille vont acheter dans les grandes surfaces, parce que c'est la grande distribution qui demande ce bas prix, ils vont acheter le cochon qui les ruine. C'est une aberration, c'est ubuesque, c'est une aberration. Ça. Vous dénoncez une agriculture, on entend bien, un sinistré. Vous parlez de renoncement, de lâcheté. C'est qui a renoncé? C'est les politiques? La FNSEA, le syndicat majoritaire, co-gère le ministère de l'Agriculture depuis à peu près 50 ans. Stéphane Le Foll est quasiment le premier ministre de l'Agriculture qui n'a pas été co-désigné par la FNSEA. Le patron de la FNSEA, en général, est la personne que le chef de l'État reçoit quand il est élu. Donc c'est quelqu'un de très puissant. La FNSEA détient le Crédit Agricole, la MSA qui est la Sécurité Sociale Agricole, Crédit Agricole donc les crédits. C'est une espèce de mafia légale, il n'y a rien mais qui tiennent tous les rouages. Et le but, c'est de faire que des gros producteurs, des céréaliers, des gros producteurs par un comportement industriel s'enrichissent et que l'on extermine, que l'on efface de la carte agricole française les petites productions qui ne les intéressent pas. C'est un système économique. On pourrait parler d'une financiarisation de l'agriculture française. Finalement, on voit ce que Goldman Sachs a fait avec des subprimes. Eh bien, aujourd'hui, il y a un système, un lobby européen pro-industriel. On a vu la ferme des 1000 vaches dans la Somme qui pose des problèmes terribles. Eh bien, aujourd'hui, on veut financiariser de façon à ce que la production agricole devienne une source de profit financier et non pas une source de nourriture. Il y a une devise, l'agriculture n'est pas là pour produire, elle est là pour nourrir. Après quoi on produit? Mais elle est là pour nourrir la France, pour nourrir le monde. Les paysans sont en plus les gardiens de notre environnement, de la durabilité des choses, de la planète. Et si on n'en fait pas demain, justement, des protecteurs de l'environnement, si on les transforme en marchands de produits industriels, eh bien, à la fois, nous n'aurons plus de quoi manger de produits sains et nous aurons abîmé la planète. Vous avez déjà répondu partiellement à la question que j'allais vous poser. Une autre agriculture est possible, une écologie de l'agriculture ou une éco-agriculture? Telle qu'elle était. On a eu des problèmes de crise de vache folle, vous vous souvenez, il y a une quinzaine d'années, parce qu'on donnait des farines carnées. On a eu une rumeur comme quoi la viande était cancérogène. Effectivement, la vache qui mange du tourteau de soja industriel avec des antibiotiques ne peut pas donner une bonne viande. Est-ce qu'on peut revenir, sans parler d'écologie ou de retour, à une agroécologie? La vache, c'est quoi? C'est un mammifère herbivore qui doit manger de l'herbe. Eh bien, si on remet la vache au pré et qu'elle mange de l'herbe, ce que la nature lui enjoint de faire, nous aurons une agriculture. Ça peut être à grande échelle. Et la vache J'allais vous dire, ça va coûter très cher, ça. Ça veut dire que les produits volent plus cher. Ce sera réservé aux plus riches. On va manger moins. Nous savons que nous mangeons trop de viande. Nous mangeons beaucoup trop de viande pour notre santé et la surproduction de viande fait des dégâts énormes sur l'environnement, sur l'eau, sur la couche d'ozone. Les grands élevages américains, les fils d'élevage, ce sont des usines de pollution. Eh bien, nous devons revoir
au niveau individuel, notre consommation de viande. Nous savons que nous mangeons trop de viande, trop de mauvaise viande. Donc, on restreint la consommation de viande pour une viande meilleure qui donne à nourrir, qui donne à manger à ces paysans, qui préserve l'environnement. Nous aurons à budget égal la quantité de viande dont le consommateur aura besoin pour notre santé et pour nos besoins nutritionnels. Et ça permettra de faire des paysans qui gagneront de l'argent, qui préserveront l'environnement et qui vivront avec décence. Perico Légas, tout ce que vous venez de dire, c'est possible en restant dans la politique agricole commune. Ça veut dire que la France reste dans l'Union européenne agricole? Oui, mais il faut que toute l'Europe change. Il faut que ce soit évidemment décidé au moins par une quinzaine de pays les plus industriels qui acceptent de financer l'agriculture, non pas en donnant. Aujourd'hui, on a à peu près 60% des aides de l'agriculture européenne, de l'ancienne PAC, vont à 10% des producteurs français, surtout les céréaliers qui s'enrichissent, qui sont de gros producteurs. Il faut prendre ces subsides européens et les redistribuer aux agriculteurs de montagne, au petit élevage, à ceux qui préservent l'environnement et qui font une nourriture saine et durable. Voilà. Donc il faut arrêter de subventionner l'agriculture parce qu'on dépense des fortunes. Chaque fois, on donne des centaines de millions d'euros aux agriculteurs, ils s'en sortent pas quand même. Il faut arrêter de subventionner les plus riches qui abîment le terroir et ne font des produits financiers que pour exporter. Et il faut continuer à subventionner, mais pas subventionner, il faut que les paysans... La subside, c'est un pansement provisoire. Il faut que les paysans français vivent de leur travail en nourrissant le peuple français et en produisant une agriculture de qualité que nous exporterons pour la réputation qu'elle aura, comme ça s'est toujours passé dans l'histoire. Encore un mot, vous êtes originaire du Pays Basque. Au Pays Basque, les agriculteurs basques, ils s'en sortent? Il y a dans les territoires de montagne, et c'est vrai en Savoie, dans le Massif central, notamment au Pays Basque, une conscience, j'allais dire une identité, qui fait qu'on préserve cet environnement, parce qu'on sait que ça fait partie de notre vie, notre civilisation, et le productivisme ne s'est pas installé au Pays Basque, parce que les paysans basques savent qu'il y a cette équation, un paysage préservé, une agriculture saine, à visage humain, est toujours plus enrichissante et plus louable pour l'humanité que de transformer une campagne en usine. Merci beaucoup, Perico Légas, d'être venu parler de cette agriculture dont vous rêvez pour les années à venir. Merci beaucoup. Merci.